Cela faisait exactement 60 mois que je gravissais ces marches en pierre de taille, le cœur serré et le portefeuille amputé de 250 € chaque 5e jour du mois. Pour les nantis de Lyon, cette somme n'était qu'un détail insignifiant, un simple pourboire. Pourtant pour moi, Adeline, une veuve luttant pour offrir un avenir décent à mon fils Théo, c'était un sacrifice monumental, un 6e de mon modeste salaire de vendeuse. L'immeuble ancien du quartier de la Guillotière semblait s'affaisser sous le poids des siècles, exhalant une odeur de poussière humide et de lessive de bas étage. À chaque étage, le décor changeait. Au premier, les échos criards d'une émission de divertissement. Au troisième, les éclats de voix d'un jeune couple s'écharpant pour une obscure facture d'électricité. Arrivé au 5e, le silence devenait soudainement lourd, presque étouffant. Je me tenais devant cette porte massive à la peinture bleue écaillée. L'appartement 504. Le sanctuaire de mes beaux-parents, Marcel et Yvette. Mon époux, Fabien, était parti il y a 5 ans, laissant derrière lui un vide abyssal et une prétendue dette morale que ses géniteurs m'avaient imposée comme une condamnation éternelle. Pour que Fabien puisse tenter sa chance dans la gestion de fortune à Genève, il prétendait avoir vidé leur livret d'épargne-retraite. 15 000 €. Le jour où l'annonce de sa disparition tragique dans un accident de montagne en Suisse était tombée, Yvette avait pointé un doigt accusateur vers moi, le regard chargé de venin. « C'est par ta faute s'il a dû s'exiler. Tu voulais ce confort, tu as causé sa perte. » Brisé par le chagrin et la culpabilité, j'avais accepté de rembourser cette somme rubis sur l'ongle, voyant en cet acte une ultime preuve de loyauté envers mon mari disparu. Yvette ouvrit la porte, laissant juste passer un mince filet de lumière blafarde. Elle paraissait avoir vieilli de 20 ans en un lustre, son visage n'étant plus qu'un parchemin de rides et de méfiance. Elle ne m'invitait jamais à franchir le seuil, ne m'offrait jamais la moindre attention. Elle saisit l'enveloppe avec la rapidité féroce d'un oiseau de proie. « C'est pour les traitements coûteux de Marcel », grommela-t-elle sans même m'accorder un regard. Je lui proposai, comme à chaque visite, de lui amener Théo pour le week-end afin qu'il connaisse ses racines. « Non, c'est impossible, ton fils est bien trop agité. Marcel souffre de ses migraines, nous avons besoin de calme absolu. » Elle claqua la porte avec une violence sourde, et le bruit du verrou qui s'enclenchait résonna dans mon crâne comme un verdict sans appel. Je descendis les marches, l'âme en lambeaux, ignorant totalement qu'un regard perçant surveillait mes moindres gestes à travers les persiennes entr'ouvertes. Dans la cour intérieure, alors que je m'apprêtais à enfourcher mon vieux scooter pour aller récupérer Théo à la sortie de l'école, une main rugueuse mais ferme attrapa mon poignet. C'était Madame Morel, la concierge historique de l'immeuble. À 70 ans, elle possédait encore cette présence imposante et ce goût prononcé pour les mystères que cachent les murs de sa demeure. Elle m'entraîna avec discrétion sur un banc de pierre, à l'abri d'un vieux marronnier dont les feuilles commençaient à jaunir. « Ma petite Adeline », commença-t-elle d'une voix qui n'était plus qu'un souffle mystérieux. « Tu travailles comme une esclave pour des gens qui se moquent ouvertement de ta détresse. Arrête de leur verser ton argent. Le mois prochain, garde tes précieux euros pour les fournitures de ton fils ou pour tes propres besoins. » Je fronçai les sourcils, totalement dérouté par sa soudaine rudesse. « C'est ma responsabilité, Madame Morel. »« Fabien, sa dette. »« Fabien n'est peut-être pas là où tu le crois avec tes prières, » m'interrompit-elle brutalement. « Les défunts ne hantent pas les escaliers de service à 3 heures du matin avec une capuche enfoncée sur le front. J'ai vu une silhouette massive monter au 5e étage, traînant légèrement la jambe gauche, exactement comme ton mari après sa chute de moto. Et étrangement, cette apparition n'a lieu que les nuits où tu viens déposer ton enveloppe de billets. » Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Fabien souffrait effectivement d'une fragilité à la jambe gauche depuis un accident mémorable en 2018. Ma tête se mit à bourdonner violemment. Était-il possible que l'urne funéraire que j'honorais religieusement chaque dimanche ne contienne que de la cendre de bois? Madame Morel me suggéra de vérifier les enregistrements de la nouvelle caméra de vidéosurveillance installée dans le hall suite à une vague de méfaits. Trouve un moyen d'accéder à ces fichiers, et tu découvriras la vérité sans phare, ajouta-t-elle avant de s'éclipser dans les ombres de la loge. Le doute s'installa dans mon esprit comme un poison à diffusion lente. Je contactai mon cousin Léo, un prodige de l'informatique qui passait ses nuits devant des serveurs sécurisés. Je lui demandai l'impossible, pénétrer le réseau de la société de sécurité qui gérait l'immeuble des Valfort. 2 jours plus tard, dans la pénombre de son bureau saturé d'écran, il fit défiler des séquences granuleuses. Mon cœur manqua un battement, la réalité me percuta de plein fouet. Une silhouette reconnaissable,
vêtu d'un large blouson sombre, gravissait les marches avec une prudence de voleur. Le mouvement était assuré, pourtant à chaque palier, le corps basculait légèrement sur le côté droit, laissant le pied gauche traîner de quelques centimètres. C'était Fabien. Ce hincement était sa signature biologique. Il n'était jamais parti pour l'autre monde. Il se terrait chez ses parents, se nourrissant de ma sueur, de mes privations et de mes larmes de veuve. Pourtant, une preuve sur un écran ne suffisait pas à étancher ma soif de justice. Je devais confronter le passé de manière physique. Je pris Théo et je fis la route jusqu'au petit village des Alpes d'où la famille Valfort était originaire. C'est là, dans le caveau familial, que l'urne de Fabien était censée reposer. Profitant de la pause déjeuner du gardien, j'utilisai une réplique de la clé que mon beau-père m'avait confiée lors de la cérémonie de mise en terre. La plaque de marbre s'ouvrit avec un grincement sinistre. Je saisis l'urne en terre cuite. Elle était lourde, mais d'un poids qui me sembla immédiatement suspect. Avec l'aide d'un petit outil, je fis sauter le joint de protection. À l'intérieur, il n'y avait absolument rien qui ressemblait à des restes humains. Pas la moindre trace de cendre fine. Juste du gravier de chantier et quelques éclats de briques rouges. Je restais là, prostré sur le sol froid du cimetière, secoué par un rire nerveux et destructeur. Pendant 60 mois, j'avais pleuré devant un tas de cailloux. Pendant 60 mois, mon fils avait grandi sans l'ombre d'un père qui préférait vivre comme un parasite dans l'obscurité plutôt que d'assumer son rôle d'homme. Ma tristesse infinie se transforma en une volonté d'acier. Je n'allais pas faire d'esclandre. J'allais devenir l'architecte de leur ruine sociale et morale. Je savais que Fabien ne pouvait pas rester éternellement cloîtré entre quatre murs. Grâce aux recherches de Léo, je découvris que son confident de toujours, Gilles, travaillait désormais comme responsable de quai dans un entrepôt de la banlieue lyonnaise. Gilles était un homme assoiffé d'argent, connu pour sa moralité élastique. En surveillant ses publications numériques, Léo repéra une photographie de Gilles sur une terrasse de café, un verre de vin à la main. À son poignet gauche brillait une montre de luxe au cadran bleu azur. C'était mon cadeau de mariage à Fabien. Une pièce de collection unique sur laquelle j'avais fait graver nos deux prénoms au dos. Fabien l'avait cédé à son complice pour payer son silence ou ses services. Gilles se rendait chaque soir, vers 23 heures, dans un ancien garage désaffecté à la périphérie de la zone industrielle. C'est là que nous nous rendîmes avec Léo, dissimulé derrière des containers métalliques. À minuit pile, une voiture banalisée s'arrêta. Gilles entra dans le bâtiment. Quelques minutes plus tard, Fabien sortit de la pénombre pour réceptionner des colis de nourriture et des bouteilles d'alcool. Il était plus émacié, une barbe sombre recouvrait son visage, mais ses yeux restaient ceux du traître que j'avais épousé. Je dirigeai le micro ultrasensible de Léo vers l'ouverture de la porte. La conversation qui parvint à mes oreilles fut ma libération définitive. « Alors, quand est-ce que tu t'enfuis pour de bon vers le sud ?» demanda Gilles. « Encore quelques semaines, » répondit la voix caverneuse de Fabien. « Mes parents doivent encore encaisser les 2 derniers versements de cette idiote d'Adeline. Elle est d'une naïveté déconcertante, elle n'a jamais failli à sa tâche de veuve exemplaire. Grâce à son argent et aux dettes de jeu que j'ai fait effacer par mes contacts à Genève en simulant ma faim, je vais pouvoir commencer une nouvelle existence dorée au Portugal. » Gilles éclata d'un rire gras. « Tes vieux parents sont d'excellents comédiens, ils lui font le coup de la maladie et de la pauvreté alors qu'ils cachent des milliers d'euros sous leur matelas. » Fabien ricanait avec mépris. « Laisse-les savourer leur rôle, ça les maintient en vie. Et Adeline est encore jeune et présentable, elle se trouvera bien un autre pigeon à plumer une fois que nous l'aurons totalement ruiné. » Je ne ressentais plus la moindre once d'affection pour cet être ignoble. Ce n'était qu'une créature sans âme. Le lendemain matin, je ne me rendis pas au domicile des Valfort. J'allai directement au cabinet de Maître Dumont, une avocate réputée pour sa ténacité face aux escroqueries complexes. En écoutant les bandes sonores et en visionnant les preuves visuelles, elle entra dans une colère froide. C'est une association de malfaiteurs, une fraude aux prestations sociales et un abus de confiance d'une gravité exceptionnelle. Elle contacta immédiatement les services des autorités compétentes. L'intervention fut coordonnée pour avoir lieu le soir même. Un groupe d'intervention spécialisé encercla le garage industriel, tandis qu'un autre frappait à la porte de Marcel et Yvette. Je restais assise dans le véhicule de Maître Dumont, observant le spectacle de loin. Je vis mes beaux-parents sortir de l'immeuble en larmes, tentant désespérément d'invoquer leur amour filial pour justifier leur odieuse complicité. Je vis Fabien, les mains entravées, le regard vide de toute superbe,
comprenant que son projet portugais venait de s'évaporer pour se transformer en une cellule étroite de quelques mètres carrés. Le procès qui suivit fit la une de la presse locale. Fabien fut condamné à une peine exemplaire de privation de liberté pour escroquerie aggravée et organisation de fraude internationale. Ses géniteurs, compte tenu de leur âge avancé, bénéficièrent d'un sursis, pourtant ils furent contraints par le tribunal de me restituer chaque centime extorqué, assorti d'indemnités massives pour le préjudice moral incalculable subi par Théo et moi-même. Aujourd'hui, le soleil de Lyon brille d'un éclat nouveau. J'ai vendu l'ancien appartement chargé de mauvais souvenirs et, grâce aux fonds récupérés et à mes économies durement acquises, j'ai fait l'acquisition d'une petite villa baignée de lumière naturelle, entourée d'un jardin de roses anciennes. Un après-midi, alors que j'attendais Théo à la sortie de l'école, il courut vers moi avec un immense sourire, brandissant son cahier. « Regarde maman, j'ai réussi mon examen de mathématiques avec les félicitations. » Je le serrai contre mon cœur, respirant l'odeur sucrée de son enfance enfin protégée. « Tu es ma plus grande fierté, mon fils. Ce soir, nous célébrons ton succès. » Nous marchions côte à côte, et la brise légère de l'automne portait en elle le parfum enivrant de la liberté retrouvée. Les ombres du 5e étage n'étaient plus qu'un cauchemar lointain, et pour la première fois de ma vie, j'osais enfin regarder l'avenir avec confiance et sérénité.